E, e colocamos para gravar aqui. Vamos ver se aparece alguém. Vamos lá, galera. Nossa última aula do ano letivo. Cadê a galera aí do 8º ano? Cadê a galera do 8º ano? Eu acho que a galera se animou com a reposição de ontem e resolveram não vir hoje. Será? Calma, são 8h51 ainda. Vai vir alguém. Ei, vamos. Vamos lá, vamos esperar mais um pouco. Hum, hum. E galera, são 8h55, até agora não apareceu ninguém. Será que a galera não se deu conta de que hoje tem aula também? Que ontem era só reposição?
acho que a galera não quer aparecer, não. Né? Tô achando que a galera chutou o balde. Esse professor chato. É, acho que... Então, tô naquele clássico, então... Tô na sala sozinho. Agora eu não sei se eu rodo o documentário pra mim mesmo, entendeu? E aí, a galera que chegar depois assiste a segunda parte do documentário, ou se eu espero alguém aparecer, que até agora ninguém apareceu. Porque até agora ninguém apareceu. Cara, eu acho que eu vou rodar o documentário e conforme a pessoa for aparecendo, a gente vai. Né? Ontem apareceram quem? Apareceram a Nicole, a Evelyn. Davi apareceu, mas acabou saindo. Acho que teve problema na internet. Não lembro mais de cabeça quem apareceu, mas eu dei presença para todo mundo, porque para mim não fazia o menor sentido, pô, fazer chamada no dia de reposição, se eu acabei faltando aula, se eu acabei faltando no dia que eu deveria dar aula, que era na segunda. Mas na verdade eu não faltei porque quis, eu faltei porque deu problema, teve falta de luz aqui em casa, eu fiquei sem internet. Aí mesmo que a luz tivesse voltado, eu continuei sem internet, né, cara? Aí não tinha como, né? Nem se eu quisesse eu conseguiria dar aula ou fazer reposição no mesmo dia. Aí eu fiz a reposição ontem, tal, mas acho que a galera, mas acho que a galera não se deu conta de que hoje também teria aula. Vamos só ver um negócio aqui. De l'insurrection à l'attentat est-elle opération de guerre? La presse. Boa noite, tem minuto. Forte abraço para vocês, obrigado por terem vindo e até amanhã. Aí eu falei, deixei bem claro, até amanhã. Tchau. Eu deixei bem claro, até amanhã, né? Só que ninguém apareceu até agora. Eu não sei se a galera, eu não sei se a galera gostou do documentário também. É um documentário que conta a história do anarquismo, né? O meu objetivo era, na verdade, era mostrar um pouco como que o movimento anarquista se difundiu no mundo, né, cara? Começou a se difundir no mundo. Por que isso? Porque isso vai ser uma matéria de extrema importância para o ano que vem, né? Para o ano que vem a gente vai estar trabalhando aí com... A gente vai estar mostrando, por exemplo, como que o movimento anarquista se difundiu no Brasil durante, durante o início assim, da República até os dias de hoje, assim. Bom, eu perguntei aqui no Zap onde
onde o pessoal está. Ninguém respondeu. São 9h01. Cara, eu não vou passar o documentário para eu assistir sozinho. Isabelle entrou. Bom dia, Isabelle. Tem presença aí para Isabelle. Fala, Isabelle, tudo bem? Bom dia, tudo com o senhor? Beleza. Olha só, já são 9 horas. Como você foi a primeira a chegar, eu vou passar o documentário aqui. Vou continuar exibindo o documentário. Conforme a galera for chegando, eu vou aí dando presença. Hoje eu posso dar presença, porque hoje tá tudo certinho, né? Tá no horário de aula, tal. Não precisa fazer reposição. A reposição foi ontem. Então vamos lá, vamos continuar com o documentário. Encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant où Ravachol a été arrêté est dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, prend d'assaut la Chambre des députés. Léon Léautier attaque aux tranchets. Amédée Powells se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard. À Angers, Loivre, Boulogne-sur-Mer, Marseille et à Lyon, où cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Sante Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint Geronimo Caserio, anarchiste et martyr, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilée à une association de malfaiteurs, et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à telle ou telle revue libertaire. Né à Kharkov, Jean. né à Turin, Né à Borgo, Cohen, Joseph. Mickey, Né à Ferdinand, Gauthier Jean-Joseph, né à Grenoble, policier. Grand Didier Alfred, Delors, né à Saint-Denis, Jean-Baptiste, peintre en né à bâtiment. Marvechol, typographe, Marty, Richard. En même temps, c'est des informations ahurissantes. Les anarchistes très dangereux, quand on les connaît, c'est un ouvrier horloger du Val de Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires, mais qui de nous n'a jamais dit pendez-les tous ou mort aux flics, mort aux vaches. Dire on a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent de ministère en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cette internationale noire tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, où sont jetées les bases de ce qui deviendra Interpol.
À Rome, en 1898, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Bresci. Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme à gravelotte sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents d'Uruguay, d'Équateur, du Salvador, en Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini poignarde l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Kinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Princip, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison, qui profite de l'exécution de Leon Cholkoch, l'assassin du président des États-Unis McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Mais à la fin du 19e siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser la cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel. À la fin du 19e siècle, beaucoup d'anarchistes, et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie, ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Enrico Malatesta, qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. » Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicats. Mais c'est avec la création des bourses du travail, puis de la CGT, qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire, que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste, et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. Alors, c'est un Français, Pelloutier, qui meurt très jeune, à 30 quelques années, en s'étant tué à la tâche, littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Tout comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Alors pour un étranger comme moi, parce que quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments habituellement assez imposants, hein, c'est très beau.
que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiates. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter pour y parvenir. On y trouvait typiquement, on pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi le dimanche où les ouvriers viennent en famille, des spectacles un peu exigeants, élevés. Enfin, c'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de son malheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable, on peut la connaître, et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elle fusionne avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin s'en faut, il se donne pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or, au fond, du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action directe, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politique. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui, par le vote, obtiendraient un certain nombre de réformes, et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. À chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote, c'est une arme tout à fait illusoire, que ça ne change rien, dans la mesure, notamment, où dans la meilleure des démocraties, les 10 représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. C'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne. Peraí, galera, desculpa aí ter interrompido, só para permitir a Júlia Cauana de entrar aqui. Foi, já permiti. Vou voltar aqui para o vídeo, tá? Desculpa aí. Habituellement comme étant la démocratie. Alors, ils imaginent des manières de fonctionner. Alors, dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. Alors, c'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préfèrent utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier. Et c'est ainsi que partout dans ce XXe siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. C'est pas l'idée, au fond, de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obscurité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoie la troupe.
20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée de 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 36 ou de mai 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent. La bourgeoisie tremble. La France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er mai 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dans tant de jours nous serons libres. C'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique. Et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906. Et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc il y a la tactique du manège et des dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabre au clair. Et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyable. Et puis il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes remportent ici tout de même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée de 8 heures n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher, sous la pression, un jour de repos. Le syndicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du XXe siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La FORA, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWW aux États-Unis d'Amérique, qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser, et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot sabotage. Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'alors négligées par les autres courants politiques. Et grâce à elle, l'anarchisme étend son influence et accroît sa force d'impact. Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionnier. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine de Clerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni Maître, ni Marie », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à Haymarket avait été l'un des 5 martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire.
Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent les salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kano Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont et ce pourquoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Ce rappel du but final de l'action syndicale est d'autant plus urgent que, rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un vendredi rouge en Hongrie, une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre. Mais malgré ces larges mobilisations, comme en Macédoine lors de l'insurrection à la fois nationaliste et libertaire d'Ilinden, tous ces mouvements sont noyés dans le sang. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent, que certains anarchistes vont reprendre la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc. Fala, galera. E aí, o que vocês acharam do... Cancelar aqui. Espera aí. E aí, galera, o que vocês acharam aí do documentário? Conseguiram entender isso? Caraca, a Júlia falou, é assustador. Cara, é assustador, né? Se a gente pensar numa época em que tanto o movimento anarquista, né, em um certo momento reagiu com o terrorismo, quanto o Estado também reagiu com o terrorismo, realmente isso acabou se tornando assustador, né? Mas nas outras obras, mas a gente tem que mostrar porque isso faz parte da história, né? E é importante que vocês entendam que ao longo do tempo as coisas vão se modificando, né? As coisas vão se modificando, você acaba tendo mais passeatas nas ruas, né? Igual aos dias de hoje, você acaba tendo mais passeata nas ruas, né? Mas naquela época as pessoas achavam necessárias serem radicais mesmo, a ponto de agir da maneira que agiram. E é importante a gente falar do anarquismo, principalmente o sindicalismo revolucionário, porque o sindicalismo revolucionário chega no Brasil, né?
ele chega no Brasil e vai impulsionar e vai servir como potência, né, da greve geral de 1917. A gente vai aprender melhor, nós vamos aprender sobre essa greve geral a partir do ano que vem, quando vocês estiverem no 9º ano. Aí, no 9º ano, eu vou exibir a segunda parte, vou exibir a segunda e a terceira parte desse documentário para a gente ir entendendo como que esse movimento foi se configurando, assim, ao longo do ano. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu acabei falando, acabei tomando a palavra da Júlia Cauana, acabei falando coisas. Júlia Cauana, você achou assustador por causa de tudo que eu falei, ou você pensa alguma coisa, ou por algum motivo contrário do que eu falei agora? Bom, bem, você falou tudo que me fez ficar assustado. Então acabei falando tudo, né? Gente, assim, é importante a gente entender que ao longo da história, conflitos armados, guerras, sempre haverão conflitos armados e guerras, né? Dependendo da história que a gente conta, dependendo de como a gente conta a história do mundo, sempre vão haver conflitos e tal, né? Mas eu queria lembrar vocês que esse documentário ele fez retomada a algumas situações que a gente estudou nas nossas matérias, né? Por exemplo, ele falou sobre a Comuna de Paris, né? E a gente falou um pouco sobre essa comuna quando a gente estava estudando sobre o imperialismo, né? Que enquanto você estava tendo imperialismo no continente africano, você estava tendo o como é que fala? Você estava tendo a Comuna de Paris, né? Em Paris. Agora eu queria chamar a atenção de vocês também para o seguinte, né? Na verdade, perguntar o que mais chamou a atenção de vocês nesse documentário, além de tudo ser assustador, mas tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês no documentário? Como as pessoas reagiram naquela época, principalmente as mulheres? Ah, pode crer, Júlia. Exatamente, né? As mulheres, às vezes as mulheres, como mostra algumas fotos ali do documentário, às vezes as mulheres faziam um cordão assim na linha de frente, cruzavam, entrelaçavam os braços e ficavam na frente fazendo um cordão. E a Nicole entrou. E a Nicole está pedindo para entrar, eu já confirmei aqui. Isabelle, Evelyn e Nicole. Né? Isabelle, cadê a Evelyn? Evelyn, deixa eu ver, Júlia Cauana e Nicole.
Peraí. Tá. Hoje foram só 4 pessoas que vieram, né? Então, beleza, galera. Aí, isso é interessante também. E as mulheres, elas também escreviam, né? Textos, né? Propondo a liberdade do corpo feminino, propondo a luta pela liberdade, né? Inspiradas pelos ideais anarquistas, né, cara? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Mas o que eu achei interessante é que alguns pensadores anarquistas, algumas pensadoras, né, eles se preocupam em levar a luta para a sociedade, fazer com que a sociedade lute, né? Tanto é que eles perceberam que o lance de você ficar fazendo ataque terrorista não estava dando certo. Você estava mais assustando e dispersando o povo do que atraindo o povo para a luta, né? Então, o Malatesta, ele percebeu isso, ele falou, pô, a luta, a gente tem que voltar para os movimentos sociais e tal, e aí eles acabam se direcionando para o sindicalismo, né? Para as revoluções dentro das indústrias, entre trabalhadoras e trabalhadores, tal. Talvez seja por isso que o sindicalismo revolucionário chega no Brasil ainda nos primeiros anos assim do período republicano, né? Veio junto com os imigrantes europeus. Como a gente estudou os imigrantes europeus nesse ano, alguns desses imigrantes vão trazer aí os ideais anarco-sindicalistas, né? E isso é importante a gente entender, justamente para a gente compreender o ano que vem. Bom, galera, gostaria de aproveitar aí que que essa é a nossa última aula. Eu gostaria de passar um encerramento, que eu já passei para o 9º ano. Gostaria de passar um encerramento aqui, que eu já passei para o 9º ano, tal. E eu gostaria de aproveitar esse momento para poder estar aí encerrando mais um ano aí com vocês. Passar um vídeo aqui, espero que vocês gostem, para poder acalmar os ânimos. E lá se vai mais um dia. Esse ano testou a gente de todas as maneiras possíveis. E eu tenho total consciência de que sem essa pessoa teria sido muito difícil. Se respeitar. Estamos em casa. Quando o mundo tá de cabeça pra baixo é muito complicado. Mas ver alguém fazendo isso é muito, muito bonito. Vocês estão preparados para continuar a vida agora, um ao lado do outro, com respeito, com amor? Tchau. Nós vamos. É o tipo de pessoa que defende até quem ela não conhece. Quem cuida de tudo aquilo que tem de mais precioso para o futuro da gente. A ação dos bombeiros no combate aos piores incêndios florestais da história. Esse ano tentou acabar com a gente. Vai saber que eu tinha com quem contar. Fez toda a diferença. Meu presente de Natal vai para quem sonhou com um mundo melhor. Enfim, meu presente é para você.
Natal Natura. Em cada presente, nosso sonho de um mundo mais bonito. Galera, com esse vídeo aí que eu gostaria aí de encerrar o ano com vocês, agradecer, né, pela oportunidade de ter aí participado um pouco da vida de vocês, ter feito a parte aí da vida de vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, me desculpem qualquer coisa. Embora eu espere que ninguém tenha ficado de recuperação comigo, tá? Eu estou aí na torcida para que ninguém tenha ficado, né? Eu acho que ninguém ficou, porque vocês são uma turma muito esperta, muito aplicada, muito participativa. E eu estou muito orgulhoso mesmo de ter trabalhado com vocês. Eu espero estar aqui ano que vem, espero estar com vocês no 9º ano, né? Mas, pô, se não for o caso, fica aí os meus agradecimentos pelo carinho, pela atenção. E é isso, cara. Não tem nem muito o que dizer. Acho que, pô, sei lá, acho que a gente merece fechar o ano aqui com uma prática, uma coisa diferenciada aqui. Vamos ver se não pode faltar, né? Como todo fechamento. Obrigado, Evelyn. Bom final de ano para você também. Olha lá. Vamos encerrar o ano aqui com uma coisa bonita. Vamos embora. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de amar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de novo. Pra banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. Em que não é todo pode ver. A paz na terra, amor. O pé na terra. A paz na terra, amor. O sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Não te maltratando por dinheiro. Que é da nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. O que és do homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão.
Natal a todas e a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Feliz Natal para todos. Essa canção aqui é do Beto Guedes, se chama O Sal da Terra. É um dos artistas que eu adoro, um artista mineiro que fez parte, é um artista mineiro que fez parte de um movimento, obrigado, Nicole, um artista mineiro que fez parte de um movimento musical aqui chamado, aqui em Minas, né, na verdade, chamado Clube da Esquina. A gente vai falar um pouco sobre esse movimento no ano que vem, quando a gente estiver falando sobre ditadura. Gente, é isso. Eu queria desejar para vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo, tá? Que vocês possam ter feito uma boa prova, que possam ter passado de ano, que a gente possa se encontrar novamente, presencialmente também, né? Que é a mais importante. Tomara que essa vacina chegue logo, né? Vale lembrar que o coronavírus ainda não acabou, então fiquem em casa o máximo que puderem. Se sair para tomar uma fresca, sai de máscara. E é isso, gente. Agradeço muito pelo carinho de vocês. E é isso, gente. Obrigado, Jacoana, pelo desejo de Feliz Natal. Obrigado, Isabelle. Também, para vocês também, gente. Feliz Natal para a turma inteira, tá? Mande um abraço para os seus pais, para a sua família. Quero agradecer também, aproveitar para agradecer a Mary, a Tereza, que contaram comigo para esse trabalho de dar aula para vocês. É isso aí, gente. Beijos. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Até o ano que vem, até o 9º ano. Valeu, Nicole. Valeu. Até o 9º ano. Valeu, gente. Valeu, Julia Cauana. Até o 9º ano. Valeu. Valeu, Isabelle. É isso aí, galera. Valeu, Isabelle. Isso aí, galera. Foi o nosso encerramento do 8º ano, 801. É isso. Obrigado. Caraca, são 9h40.